Alors, il y a un sujet essentiel qui semble pourtant ne pas être la priorité de cette rentrée politique, de ces débats et feuilles de route pour la campagne présidentielle, c'est le réchauffement climatique. Et nous en parlons avec notre invité Gaël Musquier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes météorologue, spécialiste de l'anticipation, de la prévision des catastrophes naturelles. Vous êtes aussi le fondateur de l'association Hackers Against Natural Disasters. Vous allez nous dire de quoi il s'agit aussi et ce que vous proposez, vous apportez comme solution. Alors, on le voit à Paris, notamment, puisque nous sommes à Paris, les températures sont à nouveau douces. Tout va bien, on peut reprendre nos activités comme si rien ne s'était passé cet été. Alors non, parce qu'on est encore dans un état de sécheresse assez important. On va évidemment guetter les orages qui arrivent en début de semaine, parfois même dès ce soir. Mais la France traverse une situation compliquée, à la fois évidemment sur les conséquences de ces différentes vagues de chaleur. Il y a eu des morts directes de la chaleur. Il y a eu des morts de noyades. Plus de 300 personnes se sont noyées depuis le mois de juin à cause de ces canicules. Ça veut dire qu'il y a eu 300 enterrements au moins de personnes qui ont perdu la vie dans un cours d'eau. Ça a un impact sur le moral des populations, des personnes qui ont eu des détresses psychologiques sur ces différents épisodes. On a eu des centaines de milliers de Français qui ont dû quitter leur maison. Des centaines d'entre elles ne pourront pas rentrer chez elles parce que leur maison a été détruite par les feux. Donc non, ces températures douces, certes, sont les bienvenues. Cette pluie qui arrive, évidemment, est la bienvenue. Mais évidemment, cela va laisser des traces, évidemment, malheureusement, dans la société française. Effectivement, pour parler de chiffres, on parle de 7000 morts en surnombre constatés mi-août, 119 000 hectares brûlés. C'est vrai que là aussi, c'est traumatique quand on voit ces forêts qui partent en fumée. C'est très difficile à accepter parce qu'on sait qu'il faudra du temps pour les replanter, que ce soit dans le sud-ouest, que ce soit à Fontainebleau. Avant de parler justement de cette amnésie, semble-t-il, politique, de cette incapacité qu'ont, semble-t-il, les politiques à aborder ce sujet et à prendre corps avec ce sujet. Pourquoi est-ce que l'Europe se réchauffe plus rapidement que le reste du monde? On assiste quand même à quelque chose de très particulier concernant l'Europe. Oui, tout à fait en proportion. Effectivement, il faut avoir en tête que l'Europe est sous influence de l'Arctique. Donc, évidemment, malheureusement, comme ce continent lui-même déjà fait partie de ceux qui se réchauffent le plus vite, ne pas avoir de glace, ces glaciers qui ont fondu, que ces roches exposées à nu à la chaleur conserve et stocke en fait cette énergie. On a moins d'influence malheureusement de cet air frais, ces gouttes froides parfois qui se décrochent du nord et qui arrivent chez nous et qui nous permettent d'avoir un climat tempéré. On a de notre côté malheureusement des épisodes anticycloniques. Donc en fait ces zones de haute pression qui vont favoriser malheureusement ce stockage parfois de l'air chaud, voire en fonction des différentes influences entre les dépressions et ces anticyclones, on va avoir une forme de pompage de l'air chaud qui arrive des zones tropicales et qui vont se stocker malheureusement, comme on l'a vu cet été, dans nos zones. Et enfin, un effet malheureusement collatéral des politiques publiques qui ont permis d'avoir un air de meilleure qualité. Notre air est plus pur, il est moins pollué, donc moins obscurcissant. Et donc, cet air, malheureusement, ne va pas filtrer les rayons du soleil et favoriser malheureusement un réchauffement dans notre territoire. Donc tout ça combiné fait que on a malheureusement cette accélération sur notre continent des effets directs de ce réchauffement climatique avec des sécheresses, des périodes de chaleur, mais aussi des épisodes orageux de plus en plus extrêmes. Oui, là on évoque d'ailleurs une tempête tropicale possiblement, alors on est à 20% de risque concernant la France, qui serait incroyable effectivement d'avoir autant à l'est cette tempête tropicale qui arriverait sur nous. Le régulateur, il faut le comprendre aussi, c'est l'eau. L'homme a perturbé aussi les cycles de l'eau. On le voit, on va beaucoup parler ces prochains mois, donc on a commencé à en parler d'El Niño. La température de l'eau est beaucoup trop chaude aujourd'hui pour la planète. Tout à fait. Alors El Niño, c'est un phénomène qui va toucher essentiellement l'océan Pacifique et potentiellement aussi évidemment l'océan Indien. Ça aura des impacts évidemment économiques sur l'intégralité de la planète, sur la pêche, sur l'agriculture, les échanges économiques, le canal du Panama qui fait déjà face à une pénurie d'eau, donc qui réduit le trafic international. Donc oui, il y aura des conséquences économiques. Nos premiers évidemment compatriotes confrontés à ces conséquences du super El Niño que l'on attend qui commence, ce sont évidemment nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie et du Pacifique, évidemment d'Amérique, le plateau des Guyanes, la Caraïbe, qui seront principalement touchés par ce phénomène et ses effets de bord.
En revanche, chez nous, plus proches, l'Atlantique, la Méditerranée sont extrêmement chaudes, ces mers sont chaudes. On parle de canicule marine, on a des conséquences évidemment sur ce carburant, hein, cette chaleur qui est dans l'eau, qui est un carburant pour des épisodes cévenols au niveau de la Méditerranée, potentiellement sur des rivières atmosphériques qui vont ramener de l'humidité et des précipitations, des orages, des phénomènes kéréniques, donc de la foudre, qui ont des conséquences sur les biens et les personnes. Souvenez-vous, on sort d'un épisode extrêmement pluvieux en automne et en hiver, et on a basculé dans l'extrême opposé avec ces sécheresses et ces vagues de chaleur cet été. Ces bouleversements climatiques sont évidemment politiques, puisqu'ils touchent la société, l'économie du pays, la santé de la population. Et pourtant, on a pu voir Emmanuel Macron en une de Paris Match à bord de son jet ski, ce qui évoque plutôt les énergies fossiles, ce qui évoque du bruit, ce qui est très loin de la protection de la nature. On se demande comment il peut y avoir un décalage si grand, alors que Jacques Chirac disait la planète brûle, la France brûle, pour ne parler que de la France brûlait, et les propositions faites par les politiques. Elle a énormément choqué cette une cet été. Oui, on peut le comprendre. Le personnel politique, évidemment, doit être exemplaire et porter une vision, un cap. C'est ce qu'on attend d'ailleurs de nos décideurs politiques, du maire jusqu'au chef de l'État. Hein. On attend évidemment de ces hommes et de ces femmes politiques des propositions, une vision, un cap, un projet de société qui soit à la hauteur des enjeux et des drames que l'on vient de décrire. Il n'y a pas de fatalité. Pas répondre à des urgences constamment. C'est ça. Il n'y a pas de fatalité. Attention, on est un territoire riche. On est un territoire qui a beaucoup documenté, qui a énormément de plans pour pouvoir faire face à tout ça. Mais la première des choses que j'aimerais dire pour parler de solutions, commencer à amorcer les solutions, c'est la culture. La culture fait partie des premiers domaines que l'on coupe, hein, des réductions budgétaires, parce qu'on pense accessoires, les films, la littérature, la poésie, la musique, dans ces sujets qui sont éminemment techniques et dramatiques. Alors que c'est justement cette culture qui doit être au centre des récits que l'on va donner aux enfants, aux adultes, aux grands-parents. On veut, et ces grands-parents, qu'est-ce qu'ils veulent dans les programmes politiques? C'est que leurs enfants et leurs petits-enfants aient un avenir plus radieux que leur passé ou leur présent. C'est ça l'objectif, que nos enfants ils vivent mieux que nous. Et donc, il faut que ces politiques, ces programmes politiques puissent embarquer sur la campagne actuelle, hein, et celles qui vont suivre. On va d'abord avoir les sénatoriales, qui représentent les territoires en France. Il faut évidemment que dans ces programmes politiques, ces hommes, ces femmes puissent embarquer la population dans des récits. Et pour pouvoir le faire, il faut des beaux films, il faut de beaux documentaires, il faut de beaux reportages, il faut de belles poésies, il faut de beaux livres pour pouvoir expliquer ce qui se passe. Il ne s'agit pas d'être dans le déni, mais il faut qu'à travers ces récits, on donne envie aux personnes, parfois de se sacrifier, parfois aussi d'être embarquées dans des actions positives. C'est essentiel, mais j'ai envie de dire, l'envie, on sent qu'elle est déjà là, puisque les Français sont confrontés, et au-delà des Français, bien évidemment, au quotidien. Quand on voit son potager qui brûle, quand on voit qu'il n'y a pas de courgettes cette année, parce qu'il n'y a pas eu de pollinisation, il n'y a pas eu de fleurs du tout, quand on voit qu'il y a des coupures d'eau dans les villages, qu'on doit faire attention parce qu'il n'y a plus d'eau potable à cause de la chaleur, l'usine a dû fermer. Les conséquences, les Français les voient directement. Et du coup, ça nourrit une colère, puisqu'ils se disent, nous, on voit, on sait ce qui se passe, mais on ne voit pas de décision prise au niveau de l'État, alors que, comme vous venez de le dire, on alerte depuis 30 ans, les rapports, ils sont là, chaque président quasiment a fait une COP mémorable, un Grenelle mémorable, mais qui n'ont pas été suivis des faits. Oui, et surtout, en tant qu'ultramarin, en tant que Guadeloupéen, cette colère, je la ressens depuis que je suis adolescent. Les problèmes d'eau dans mon île ne datent pas d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que je comprends ce ressentiment des compatriotes de l'Hexagone qui sont parfois après ces sentinelles qu'ont été les territoires d'outre-mer, confrontés à ces sujets aujourd'hui de sécheresse, de pénurie d'eau potable, de problèmes de traitement des eaux usées, de vagues de chaleur. C'est normal que cette colère, puisqu'on est un pays riche, on pourrait être en droit de se dire qu'on a le droit à l'accès à l'eau potable. Regardez la situation de Mayotte, la situation de la Guadeloupe, de la Martinique. Ce sont des territoires qui, depuis des décennies, font face à ces problématiques-là et qui sont aussi pourvoyeurs
de solutions. Nos compatriotes polynésiens, par exemple, ont une grande culture de l'usage du recyclage, du traitement, du filtrage de l'eau de pluie, de l'eau pluviale. Nos compatriotes européens, belges, par exemple, dans les résidences collectives, ont des obligations de stocker cette eau pluviale dans les habitats collectifs, à la fois, évidemment, pour éviter qu'elle ruisselle dans les rues, mais aussi qu'elle puisse être utilisée pour arroser les potagers ou les espaces verts. Donc, on a beaucoup à apprendre de nos territoires ultramarins, beaucoup à apprendre aussi de nos voisins, mais aussi des pays pauvres qui stockent de l'eau, par exemple, aussi pluviale ou de l'eau en période d'abondance dans des grandes cuves qui sont sur le toit des bâtiments. Quand vous regardez l'architecture de ces pays chauds, de ces pays tropicaux, ils ont adapté leur rythme de vie, leur rythme scolaire, leur rythme professionnel à ces chaleurs. Ils ont adapté aussi leur rythme à la disponibilité de l'eau avec des systèmes gravitaires. Quand on a ces grandes citernes d'eau sur les toits, eh ben, ça permet aussi d'avoir de l'eau même quand on n'a pas d'électricité. L'usage aussi des panneaux photovoltaïques et du solaire et du stockage des batteries qu'amène énormément de technologies d'industrie chinoise. On peut les critiquer sur certains sujets, mais en tout cas, sur ces sujets de l'électrification, du stockage de l'énergie, de la mobilité électrique et de la mobilité douce, beaucoup de ces pays asiatiques nous amènent énormément de solutions que l'on doit intégrer dans nos plans de transport, de rénovation énergétique dans les bâtiments, par exemple. Et donc, adapté à la France, selon vous, quelles sont les urgences que devraient nous proposer nos dirigeants? Que faut-il exiger de leur part à court terme et à moyen terme? Alors, à court terme, évidemment, adapter le bâti, c'est là où nous vivons au quotidien, c'est là où nos enfants étudient, c'est là où nous travaillons. Donc, il y a un vrai travail de rénovation énergétique, d'isolation à faire. Et malheureusement, ces fonds ont été réduits à cause des réductions budgétaires. De la végétalisation des zones urbaines avec des essences, évidemment, qui résistent. Pour étendre un peu cette vision, nos forêts survivront que si nous sommes solidaires des forêts à l'étranger. Quand on voit les projets du barrage vert en Algérie, la grande muraille verte de l'Union africaine qui fait plus de 7800 km de long, 15 km de large, qu'Emmanuel Macron avait promis d'aider, de soutenir, mais on ne pourra pas le faire s'il n'y a pas de sécurité. Au Niger, au Mali, ces zones qui sont aujourd'hui en guerre, ces guerres qui nous attristent et nous endeuillent, sont des freins aujourd'hui. Donc, travailler sur la paix, c'est aussi permettre de courir ce marathon de l'adaptation et évidemment de la restauration de nos forêts. Quand l'AFD est critiqué pour 100 millions d'euros donnés au Maroc pour restaurer sa forêt, cet argent-là investi, c'est un investissement de l'Agence française de développement qui nous permettra à nous, en Europe, mais d'avoir ces puits de carbone dans des forêts tropicales au Maroc pour stocker ce carbone et aider potentiellement, évidemment, la forêt de Fontainebleau, les forêts des Landes et évidemment de Gironde, eh bien, de pouvoir renaître avec ce carbone qui aura été stocké dans ces zones tropicales au Maroc notamment, et pas que. C'est très beau parce que vous nous parlez de coopération, de ce petit colibri qui peut effectivement agir à toutes les échelles et avoir un impact au niveau mondial. Comment est-ce que vous agissez avec votre organisation? Alors j'ai la chance d'être papa déjà. J'ai deux enfants qui ont 19 et 17 ans à qui j'ai dû expliquer tout ça. Et je ne leur ai pas dit qu'ils allaient mourir, qu'ils allaient souffrir et qu'ils allaient au quotidien devoir lutter contre tout ça. Donc en tant que parents déjà, comme je le disais, on veut que nos enfants évidemment vivent mieux que nous. Et donc j'ai la chance aussi d'être enseignant, donc de transmettre ces savoirs. Et donc cette association, je l'ai créée à la base pour ça, pour que nos savoirs scientifiques et techniques puissent être transmis sur les territoires qui en ont le plus besoin, qu'on puisse aussi s'inspirer de ces territoires d'outre-mer, de ces pays du Sud qui ont énormément à nous apprendre. Ça me permet de faire un pas de côté, d'avoir aussi l'humilité, d'écouter et de voir comment parfois des arts, de la culture et aussi des traditions ont permis à nos anciens de traverser aussi des périodes chaudes, d'avoir un bâti adapté. Et ce que je fais, c'est que je participe à des exercices tous les ans parce qu'on n'a malheureusement pas que des crises climatiques, on a aussi des problèmes liés au tremblement de terre. On l'a vu récemment en Indonésie, en Colombie, au Venezuela. Et là, ce n'est pas prévisible. Donc, tout ce que l'on pourra gagner comme temps sur ces crises prévisibles climatiques, c'est autant de temps et d'énergie de vie sauvée que l'on pourra mettre en cas de crise sur des tsunamis, sur des séismes et des volcans qui entrent en éruption. Et ça aussi, ce seront des défis qui nous attendent demain et qui attendent nos jeunes. Merci infiniment, Gaël Musquier, d'être venu sur ce plateau et de nous avoir apporté beaucoup d'espérance dans vos propos. C'était essentiel de l'entendre. On va justement parler du Venezuela, puisque 2 mois après ce séisme meurtrier, dramatique, eh bien, pour les rescapés, la vie reste très difficile. C'est le JT Monde préparé par Yves Bélanger et Nicolas Chamontin.